Bonjour, Rachid Santaki. Bonjour. Vous organisez la plus grande dictée du monde, un événement grandeur nature qui réunit des dizaines de milliers de personnes qui ont l'amour de la langue française en partage. Vous publiez ce livre, Une dictée peut tout changer, un témoignage optimiste et fédérateur. Question pour commencer, il n'y a pas de provocation. Est-ce que la dictée a encore un sens à l'heure de l'écriture inclusive et des anglicismes à tout bout de champ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, la dictée, elle a pour but de se connecter. Elle a ce côté cognitif. L'écriture cursive, elle permet aussi de réfléchir, de se poser des questions à l'heure où justement on est digitalisé. On a aussi des débats sur l'inclusion au niveau de l'écriture, mais c'est quelque chose vraiment d'essentiel. C'est un des fondamentaux. L'écriture cursive, Oui. pour ceux qui nous prennent en cours de route. Il s'agit d'écrire à la main. Exactement, d'écrire à la main. Chose que de moins en moins de gens savent faire, visiblement, aujourd'hui. Alors, ceux qui ont les fondamentaux savent que le mouvement, l'écriture cursive, ça permet de se poser des questions, etc. Donc, de se connecter à soi-même. Et c'est vrai que avoir des outils, ça peut nous dématérialiser notre rapport à la réflexion, au discernement, etc. Donc ça, c'est je dirais, c'est le premier point de la dictée. La langue, vecteur d'unité, de partage? Oui, complètement. Quand on maîtrise la langue, on peut communiquer, on peut partager, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est quand on n'a pas la langue qu'on a des réactions, on va avoir un rapport physique, la violence, etc. La dictée, Rachid Santaki, le mot même sonne comme effrayant, en tout cas pour pas mal d'entre nous. Oui. Tout le monde a un souvenir un peu compliqué, avec le plus que passé, première forme, deuxième... Enfin bon, on va se passer les détails. Quelle est votre histoire à vous avec la dictée? Mon histoire, je l'avais occultée. Elle a commencé avec mon père, en fait. Donc ma mère est française, mon père est marocain. Il est arrivé en France, il venait de Marrakech et il ne maîtrisait pas la langue, l'écriture comme il le souhaitait, car il était chauffeur de calèche à Marrakech. Et c'était un de ses rêves, donc il a pris les cours du soir. Et dès mon plus jeune âge, en fait, je faisais des dictées à mon père. Je lui lisais des mots, des définitions. Alors pour moi, c'était pas quelque chose de confortable, c'était plutôt un calvaire, car j'étais CP, C1, je maîtrisais pas l'écriture. Mais c'est comme ça, en fait, que j'ai été bercé. Et plus tard, en fait... Ce parcours, ces dictées, c'est quelque chose qui est ressorti et qui était assez naturel. De rassurer les gens, justement, parce que vous évoquiez la dictée comme une sanction, et c'est une sanction. Mon exercice, c'est de la dédramatiser et d'en faire un jeu. Votre père, qui avait un caractère, si j'ai bien compris, assez difficile, mais quand vous lui faisiez la dictée, c'est lui qui devenait un peu l'enfant. Une dictée peut tout changer, témoignage optimiste et fédérateur. Vous dites, Rachid Santaki, que la dictée peut être aussi un vecteur d'insertion sociale. Expliquez-nous. Oui, car aujourd'hui, vous pouvez constater que les gens, quand ils doivent envoyer des mails et qu'ils ne maîtrisent pas l'écriture, ils vont essayer de trouver des techniques d'évitement. Et on voit bien que c'est un marqueur social. Quand on réussit à insérer les gens, à les accompagner dans la maîtrise de la langue, on peut trouver du travail, on peut avoir des activités, on peut vraiment s'insérer dans la société. Et c'est vrai que quand on ne maîtrise pas cette langue, on est exclu, on est mis de côté. On vous voit intervenir sur les quelques images que nous avons là dans des salles de classe. Ce qui est intéressant avec la grande dictée que vous faites, c'est que toutes les classes d'âge sont mélangées. Oui. Pour quelle raison ? C'était l'objet de la dictée, c'était de mélanger les publics, de faire du lien intergénérationnel, de s'amuser. Alors c'est vrai que la dictée, on l'associe à l'école, et souvent on fait ce blocage, mais la dictée, je l'amène dans les maisons d'arrêt, dans les monuments historiques, dans les stades. J'ai même eu l'occasion de faire une dictée avec Thomas Pesquet pendant sa mission. On va en parler tout à l'heure. Mais encore un petit mot de vous rapidement. Est-ce que vous, Rachid Santaki, vous avez des mots dans la langue française qui vous effraie particulièrement? Est-ce que vous avez en tête quelque chose que vous n'arrivez pas à écrire, par exemple? Bien sûr, j'ai des mots que je ne connais pas, évidemment. Je suis pas un dicopathe pour taquiner mes amis linguistes. Je suis plutôt quelqu'un qui fait de la médiation à travers les mots. Donc des mots, énormément de mots que je ne maîtrise pas, mais ils ne me font pas peur. Les mots, je dis souvent aux plus jeunes ou aux moins jeunes, ce sont nos amis. Et en fait, quand je dis les mots sont nos amis, c'est de comprendre leur étymologie, leur histoire, pour pouvoir se rassurer. Donc je suis dans cette démarche d'être à l'aise avec les mots, même quand je ne les connais pas. Merci de rassurer les enfants, parce que même si on a encore passé l'âge du stylo rouge avec les fameuses fautes, on sait très bien qu'est-ce que cela peut représenter comme difficulté, comme également handicap parfois, parce que l'enfant, quand il a zéro faute, comme c'est arrivé dans certaines façons de travailler, on voit bien que l'enfant peut perdre confiance en lui. La grande dictée donc,
On y arrive, vous l'avez lu dans des lieux étonnants, le Stade de France, des centres de détention, Fleury-Mérogis, si j'ai bien compris. Fleury, j'ai fait une 50aine de maisons d'arrêt. Pourquoi la prison ? La prison parce que c'était le lieu le plus improbable pour faire des dictées, pour rassembler des publics. Dans les maisons d'arrêt, lorsque je lis les dictées, j'ai des publics en détention, donc hommes, femmes, mineurs, adultes, et j'ai aussi les surveillants et même la direction de l'administration pénitentiaire. Et tout le monde se retrouve dans une salle polyvalente où là, on fait la dictée. Et c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant parce que la prison, c'est aussi la marge de notre société. Ce sont des gens qui sont en détention par rapport à des faits. Et là, c'est d'utiliser la langue pour fédérer et aussi donner espoir. Vouloir s'insérer, voilà, c'est un temps de partage avec les personnes qui travaillent aussi dans l'administration. Donc c'est assez particulier. Et se dire qu'on n'a peut-être pas tout échoué, qu'on peut réussir cela. Rachid Sontaki, on vous surnomme le Victor Hugo du ghetto. Quel est ce surnom ? D'où vient-il ? Il a disparu depuis. Je suis enfin devenu Rachid Sontaki. Ce sont des amis de Seine-Saint-Denis qui, pour eux, l'écriture, c'était pas quelque chose qui nous était destiné. Quand je dis nous, habitants de périphérie, et ils me surnommaient justement le Victor Hugo. Puis après, c'était le Victor Hugo du ghetto. Donc c'était plutôt une taquinerie, je dirais, au départ. Flatteur aussi. Vous avez été éducateur sportif de boxe thaïlandaise. En quoi cette expérience a marqué votre travail de terrain, si tant est qu'elle ait pu marquer quoi que ce soit ? Si, ça a été le cas parce que c'était le début de l'engagement. J'étais assez jeune, à peine une vingtaine d'années. Le sport, c'était un de mes refuges par rapport à différents échecs que j'avais pu avoir dans la vie. Et de me sentir utile, de pouvoir accompagner des gens, d'avoir des responsabilités, ça a été la première marche en fait que j'ai franchie dans l'engagement. J'ai toujours gardé après en parallèle de mon activité professionnelle. Justement, votre activité professionnelle, vous êtes également auteur de polar, de romans policiers. Le genre est assez particulier. Comment l'amoureux de la langue française que vous êtes arrive-t-il à se glisser dans la peau des personnages que vous créez et qui, pour X raisons, parfois ne parlent pas un français châtié ? Exactement, de l'argot. Ce sont des jeunes, effectivement, un langage jeune. Comment ça a été d'abord un travail de matière. Vivant à Saint-Denis, je me disais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire dans le domaine de la fiction et dans ces personnages que j'avais pu observer qui étaient jeunes et qui choisissaient des parcours, des trajectoires dans la délinquance. Et je me suis imprégné de parcours, j'en ai fait de la fiction. Je trouvais ça intéressant. Je trouve pas forcément le côté lisse pertinent, mais plutôt pourquoi on bascule. Et c'est à partir de cette envie, j'ai commencé à travailler dans ce sens. Et après, ça s'est développé. C'est un véritable plaisir. Et je joue aussi sur les registres de langage, comme vous le précisiez. Ce qui m'intéresse, n'est non pas d'essayer de devenir un Victor Hugo, même si, justement, c'était du réalisme ce que faisaient ces auteurs. C'est de capter, en fait, ces langages et de réussir à les mettre dans mes romans et faire vivre, en fait, mes romans. La dictée lue depuis l'espace par Thomas Pesquet. Pourquoi aller si loin ? Ça a été une opportunité folle. Quand le musée de l'air et de l'espace m'a évoqué l'idée de solliciter Thomas Pesquet, je me suis dit, bon, j'ai déjà fait le Stade de France, à mon avis, dans l'espace, je n'y crois pas. Et finalement, Thomas Pesquet a accepté de lire la dictée. Et le 5 septembre 2021, j'étais hors sol. C'était fou et ça a fait rêver énormément de gens. Thomas Pesquet est populaire. De faire la dictée pendant qu'il était en mission, c'était faire rêver de nombreuses personnes et ça a été un très beau moment. On a pu aussi vous entendre à la radio, à France Culture, etc. Une dictée peut tout changer, Rachid Sontaki. Où va se tenir la prochaine grande dictée ? J'ai cru comprendre que vous aviez dans le viseur le Champ de Mars à Paris ou le parvis de l'Hôtel de Ville. Ah, il y a pas mal de perspectives. Les prochaines, je serai à Nice. Ce week-end et également au Philanthrope à Paris et ensuite pourquoi pas les Champs-Élysées. Et pour finir, quels seraient les 2-3 textes de littérature française ou francophone qui seraient selon vous les plus difficiles à orthographier ? Je pense qu'on sont plutôt soit des auteurs qui vont inventer des mots. Ça, c'est vrai que Jules Verne l'avait fait dans un de ses ouvrages, ou tout simplement des textes avec beaucoup de passés simples ou des mots inusités. On a parlé à un moment de la fameuse dictée de Mérimée. Exactement.
Elle est difficile, mais en réalité, quand on l'a fait à plusieurs reprises, on maîtrise les difficultés, les accords, les fameux cuisseaux de veau ou cuisseaux de chevreuil, les arts, etc. Donc après, c'est une histoire de familiarisation avec les mots et le texte et comprendre le sens. Un mot, un seul. Quelle est la clé pour bien écrire sa dictée, pour faire zéro faute? Allez. Le zéro faute, je n'y crois pas forcément. Je pense que c'est la répétition. La répétition, travailler sur un texte, identifier ses difficultés. Et ensuite, une fois qu'on les a identifiées, on peut travailler là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Rachid Santaki d'être venu jusqu'à nous. Une dictée peut tout changer. Un témoignage optimiste et fédérateur. C'est aux éditions Époque Épique. C'était l'invité de Paris Direct. L'information internationale continue sur nos chaînes. Restez avec nous.